Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. C'est parti. Je vérifie, les ondes apparaissent. Bon, Guillaume, merci beaucoup pour l'accueil dans ces locaux de Tactic. Merci pour ta proposition. Avec grand plaisir. Je dois t'avouer que je suis passé j'ai un nombre de fois assez important dans la rue juste en bas, en voyant le panneau, et après j'ai appris à vous connaître à travers les réseaux, mais je me suis toujours interrogé ce qu'il y a, et j'ai été vachement surpris quand je suis rentré. En fait, vous avez pratiquement, enfin je sais pas si c'est tout le bâtiment, mais il y a une petite porte, mais un grand lieu derrière, j'ai l'impression. Oui, exactement. Les gens sont très souvent surpris. Il y a plus de 350 mètres de locaux et on a une cour arrière également qui nous sert très souvent pour des événements. Et c'est vrai que les gens ont cette impression, cette surprise entre la petite porte et tout ce qu'il y a derrière. Ouais, mais c'est vachement marrant. Enfin, en tout cas, on va commencer par le début. Je vais te proposer peut-être de te présenter, et puis après on viendra sur Tactic et qu'est-ce que vous faites chez Tactic. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Guillaume Chevalier, je suis un des co-dirigeants de Maintenant, qui est un groupe qui est constitué de plusieurs entreprises et qui est très connecté à Tactic, dont on va pas mal parler ensemble aujourd'hui. Donc, le groupe Maintenant, c'est un groupe de TPE-PME au service des dirigeants de TPE-PME. On a plusieurs entités. On a l'Optimis qui fait de l'expertise comptable, on a Citadel qui est un cabinet d'avocats, Comendoo qui est partenaire RH des TPE-PME avec recrutement, mise à disposition et conseil RH. On a également Impact qui fait de la mesure de performance extra-financière et qui fait aussi de l'audit. Donc ça fait le lien avec l'Optimis sur la partie accompagnement, sur la partie financière. Avec Impact, on fait de l'accompagnement sur la partie extra-financière. Et puis on a Tactic qui est une association qu'on a créée en 2019 et dont l'objectif est d'accompagner les dirigeants sur les sujets de stratégie, donc prise de recul, prise de hauteur, et on le fait de manière, on l'a fait de manière associative dans la mesure où on n'est pas les seules parties prenantes de cette activité. Ça s'appelle Tactic Collectif Stratégique, et la notion de collectif est hyper importante pour nous. Ouais, parce que vous avez, et on y reviendra, mais vous avez un panel de dirigeants et de ressources et de compétences autour de vous qui est assez impressionnant. Moi, je vois souvent les gens associés de ça en parler sur les réseaux, et c'est vrai que vous êtes bien ancré alors sur le bassin rennais, sûrement un peu plus large sûrement, mais sur le bassin rennais, c'est vrai que vous avez beaucoup d'accroches de ce point-là. Ouais. Exactement, oui. Alors, ça fait 4 ans qu'on est là, ça fait 4 ans qu'on est à Rennes, et avec ce lieu en plus qui est assez emblématique et symbolique pour nous. Et donc les gens vivent une expérience tactique, que ce soit juste un événement, parce qu'on essaye de faire beaucoup d'événements ouverts, parce qu'on est sur des sujets qui ne sont pas encore complètement rentrés dans les TPE-PME. Et puis après, ceux qu'on accompagne, ceux qu'on forme, voilà, chacun vit une expérience un peu particulière, on y travaille beaucoup, et le fait de se retrouver entre dirigeants et accompagné par d'autres dirigeants, ça fait aussi partie du caractère et de la particularité de Tactic. Ok. Donc ce que tu me disais, c'est de dire que Tactic accompagne, et tu me corriges bien sûr si je reformule mal, mais que accompagne les dirigeants de TPE, PME sur la partie stratégie et prise de décision. Donc moi, ce qui va beaucoup m'intéresser aujourd'hui, j'en suis très heureux. Comment est venue un peu cette volonté d'accompagnement d'un point de vue historique? Parce que, comme tu disais, vous avez beaucoup d'autres métiers. Même si ils sont connexes pour un dirigeant d'entreprise, mais vous avez de l'avocat, de l'expertise comptable, de l'audit. Comment vous est venue l'idée d'accompagner les dirigeants déjà sur cet aspect-là? En fait, le constat de départ, c'est Yvan qui l'a eu, donc Yvan Quenardel, qui est le président de Maintenant et qui est également le fondateur de Tactic et le président actuellement, qui en tant qu'expert comptable se rendait compte que en fait, il est souvent le seul interlocuteur des dirigeants, qu'il n'est pas forcément toujours très disponible et qu'il a un niveau de compétence qui est le périmètre de l'expert comptable. Alors après, même si chacun peut avoir des affinités avec d'autres thématiques, et ses clients venaient le solliciter sur
à peu près toutes les thématiques. Et donc c'est là où est déjà arrivée l'idée d'avoir une sorte de maison, qui est incarnée ici, une maison pour les dirigeants où ils vont pouvoir faire appel à tout un tas de ressources. Et puis l'autre constat, c'est les dirigeants sont la tête dans le guidon en permanence et ils donnent trop d'importance au sujet financier, c'est-à-dire ils vont piloter leur entreprise par la finance, alors que la conviction c'est l'inverse, c'est d'abord j'ai un projet, j'ai une stratégie, et la finance c'est finalement un outil. La finance, c'est un peu la traduction financière de ce qui se passe dans le réel. Et c'est également un outil qui permet de prendre des décisions. Mais c'est juste un outil qui aide à prendre des décisions. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'origine de la décision. C'est l'outil d'analyse à partir duquel on va prendre des décisions. Mais ce qui compte, c'est avant tout d'avoir un projet, de prendre du recul. Donc Tactique, c'était l'association qui te permet de faire ce pas de côté, cette prise de recul. Fait ça, tout un tas d'événements qui t'arrivent en tant que dirigeant, qui sont compliqués à gérer dans la mesure où en fait tu es souvent expert de ton métier, tu es boulanger, tu es avant tout boulanger, tu as été formé à faire du pain et des viennoiseries, tu es architecte, tu as appris ton métier d'architecte. Par contre, personne ne t'apprend ton métier de dirigeant, donc tu l'apprends sur le terrain et tu deviens comptable, commercial, tu fais du marketing, tu deviens RH, tu deviens manager, tu deviens financier, tu dois gérer tout ça. Et en fait, c'est énorme. C'est énorme pour une personne de devoir porter tout ça, sachant qu'en plus de ça, tu as tout le quotidien à gérer parce que dans les petites structures, tu n'as pas le temps et tu n'as pas les moyens d'avoir un DAF, d'avoir un responsable commercial, un responsable marketing. Tu ne peux pas structurer, donc c'est toi qui gères tout ça. Et c'est une charge mentale de fou, tu ne peux pas être compétent partout. Donc c'était aussi pour répondre à ce besoin-là, d'avoir finalement pas une épaule sur laquelle se reposer, mais des épaules sur lesquelles tu peux te reposer. Et je vais faire, parce que tu me disais que vous êtes créé depuis 2019. Oui. Quel est un peu ton état des lieux sur notamment la prise de décision, la stratégie, en vue de ces 4 années de travail avec des dirigeants. Comment toi tu as vu le sujet peut-être évoluer, ou quel est ton constat un peu? Alors le premier constat, c'est que factuellement les choses ne changent pas dans le fond ça change pas, c'est-à-dire qu'on considérait en 2019 que la stratégie était un sujet qui était hyper important. En fait, je vais même plutôt dire c'est pas rien n'a changé, c'est tout ce qui s'est passé depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses. On a quand même eu le Covid, on a eu les problématiques d'approvisionnement de matière, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu en ce moment il y a les prêts qui sont hyper élevés, beaucoup d'entreprises qui sont dans des situations qui sont compliquées. Et en fait, pour nous, ça ne fait que justifier un niveau d'incertitude qui est de plus en plus élevé et donc qui est de plus en plus compliqué à appréhender. Et puis, un contexte qui n'est pas forcément favorable. En tout cas, il y a plein d'entreprises pour qui le contexte est défavorable. Et dans ce contexte-là, la stratégie est une réponse. Ça permet d'avoir les idées claires. Après, on pourra peut-être approfondir sur ce qu'on met derrière stratégie, parce que c'est un mot qui fait peur. Et on essaye justement de nous batailler contre ça, parce qu'en fait, c'est un des enjeux pour que la stratégie rentre dans les TPE-PME, c'est de faire comprendre aux dirigeants ce qu'est la stratégie, de ne pas en faire des montagnes et de se rendre compte que c'est essentiellement des choses qui sont assez basiques, beaucoup de bon sens, mais juste prise de recul versus l'opérationnel. C'est juste, encore une fois, c'est vraiment pour l'illustrer, l'imager, c'est un pas de côté ou un pas en arrière pour changer de perspective et de vue. Ouais. Justement, parce que et je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette notion de stratégie qui peut te faire très peur. Et alors, moi, je me renseigne beaucoup sur la prise de décision en tant que telle, mais ça s'accompagne toujours parce qu'on prend une décision, notamment des sujets qu'on va parler, c'est toujours quand on est dans des cadres de stratégie, alors plus à court, moyen, long terme, ça dépend aussi de ce qu'on entend. Mais c'est vrai que, et pour l'avoir vécu en tant qu'entrepreneur justement de TPME, le mot stratégie, en fait, on l'aborde quasiment pas. On se dit, je vais faire à peu près comme ça. Alors que les stratégies, pour moi, c'était réservé à l'époque. J'ai un peu changé d'avis, mais c'était réservé à grands groupes, donc ça veut dire souvent plus de 100 personnes, quoi. C'est assez affolant, alors que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, en fait, la stratégie, c'est le fondement du développement de mon entreprise. Et
autant le mettre en place et autant d'avoir une solide, parce que si on ne sait pas où on va, c'est compliqué. Tu prêches un convaincu, et pour faire le lien avec la prise de décision que tu évoquais tout à l'heure, et j'ai pas répondu à cette partie de la question, en fait, l'apport qu'on voit sur le fait d'intégrer de la stratégie dans son quotidien de dirigeant, et quand on dit ça, c'est pas de passer une demi-journée par semaine, c'est d'y consacrer ne serait-ce que quelques heures dans le mois ou dans un trimestre pour commencer, mais en fait, ça apporte énormément de sérénité. En fait, le fait de changer d'angle de vue et de sortir de l'opérationnel, de prendre du temps avec tactique, mais avec d'autres, ou même déjà rien que soi-même, c'est-à-dire soi-même ou avec ses associés, le fait de prendre du temps qui n'est pas de l'opérationnel, où on va se poser des questions qu'on ne prend pas le temps de se poser habituellement, ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires, et aussi d'être plus serein, parce qu'en fait, on sait vers où on va, on sait pourquoi on va refuser des choses, on sait pourquoi on va accepter des choses, on sait pourquoi on va prioriser un sujet versus un autre, et du coup, on est plus à l'aise. C'est pas pour autant... La situation peut être exactement la même, mais on va l'aborder différemment, on va la sentir différemment aussi. Les dirigeants étant des gens qui souvent vivent les choses de manière très intense parce que leur entreprise, c'est leur bébé. Parfois, il y a même une fusion presque entre le dirigeant et son entreprise. Ils n'arrivent plus à réfléchir à qui je suis moi en tant que personne. Ils ne vivent que pour leur entreprise. Et donc, l'intérêt de la stratégie et l'intérêt de la manière dont nous, on le fait en tout cas, c'est qu'on switch les deux et qu'on les aide à y voir beaucoup plus clair. Ça n'améliore pas forcément la situation, mais déjà rien que le fait de la voir et de la comprendre, c'est déjà un premier pas pour poser les bases de la suite. Avant même de prendre des décisions, on va dire un des premiers pans de la stratégie, c'est toute la partie état des lieux, le côté voir les choses de manière plus clairvoyante. Mais en fait, rien que déjà faire ça, ça aide. Et donc après, on fera le parallèle aussi avec le sujet de la prise de décision, mais effectivement, dans la stratégie, tu as la prise de décision, mais tu as tout ce qu'il y a autour, c'est... Qu'est-ce qui m'amène à faire ces choix-là, qui peuvent être dans certains cas très radicaux, et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait ces choix-là, qu'est-ce que je fais, comment je les mets en œuvre. Donc il y a vraiment, c'est l'ensemble de tout ça, tout en sachant que ça reste des choses très simples. On n'est pas en train d'imaginer des grandes matrices, des business plans à 5 ans ou à 10 ans, avec des prévisionnels hyper précis. On n'est pas du tout là-dessus, quoi. On est sur des choses beaucoup plus simples, qu'on peut faire en quelques heures en fait. Oui, parce que justement, je reviens sur cette notion de stratégie, ce que tu disais, s'il n'y a pas une stratégie, on n'est pas à faire j'ai dit un business plan, mais bon, oui, un business plan hyper détaillé, c'est vraiment déjà réfléchir, je pense la base, mais tu me dis si je me trompe, au grand axe de sa société et de se dire, ok, moi, où je veux aller et comment je veux y aller. C'est un peu comme ça. Et je sais que vous avez on pourrait avoir lu un peu votre site internet. Je sais que vous avez un process assez des étapes. Je vais plutôt parler d'étapes pour justement mettre en place cette stratégie. Oui, exactement. En fait, alors, plus que des étapes, en tout cas, on a essayé de modéliser la stratégie. Encore une fois, pas dans une volonté de complexité, mais plutôt dans une volonté de simplification. Okay. Donc, on a défini la stratégie en 3 briques finalement. Donc, il y a une première brique qui est l'état des lieux. L'état des lieux, le but c'est de savoir on en est où aujourd'hui, où en est l'entreprise, potentiellement aussi d'où on vient, parce que l'ADN de l'entreprise, son histoire, elle peut avoir un énorme impact sur la stratégie. Il y a des entreprises qu'on accompagne, il y en a qui ont quasiment 100 ans, il y en a qui ont 3 ans. Voilà, chaque entreprise a une histoire et forcément, ça va pas, l'histoire pour le coup n'aura pas le même impact dans une entreprise qui existe depuis 100 ans que dans une entreprise qui existe depuis 3 ans. C'est sûr. Donc ça fait partie de l'ADN, il y a les valeurs, il y a l'histoire, tout ça, il y a des choses qui sont fortes et qui font partie pour nous de l'état des lieux. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a toute la partie vision, projet d'entreprise. Où est-ce qu'on se projette dans un horizon de temps de 3 ans, de 5 ans, potentiellement même beaucoup plus loin, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors en général, on travaille beaucoup sur l'horizon de temps 3 ans, 5 ans, qui est déjà lointain pour beaucoup de personnes. Et cette partie-là, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est souvent les gens considèrent que c'est ça la stratégie. En fait, ils considèrent que la stratégie, c'est les objectifs qu'on se fixe à un horizon de temps à 3 ans, 5 ans. Okay. En fait, nous, on est vraiment... Une des raisons aussi pour lesquelles on a modélisé, c'est pour montrer aux gens que ce n'est qu'un bout de la stratégie. L'état des lieux, c'est le point de départ. On est obligé de le faire. Encore une fois, c'est pas forcément... le but, c'est pas de faire un audit qui va nous coûter 10 000 €. On peut le faire de manière assez simple. J'analyse l'existant, j'essaye de comprendre ce qui va bien, comprendre ce qui va pas bien, comprendre pourquoi il y a des choses qui ne vont pas bien, quelles sont les raisons, quelles sont les causes, la vision, le projet. Et puis ensuite, il y a le plan d'action
qui est aussi le grand oublié de la stratégie. En fait, pour résumer, la stratégie, c'est on en est où aujourd'hui, où est-ce qu'on a envie d'aller et comment on a envie d'aller. Et en fait, si on n'a pas ces 3 briques-là, on n'a pas de stratégie. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Après, on peut rajouter des outils, des modèles, on peut faire un SWOT, on peut faire plein, on peut faire des matrices dans tous les sens. Pour le coup, les gros cabinets de stratégie nous ont largement alimentés. Donc, on peut les utiliser, ça peut être intéressant, mais potentiellement, on peut aussi le faire sans aucun outil. Ouais. Dans la mesure où on sait où on est, on sait où on a envie d'aller, et on a défini au moins les grandes lignes de comment on y allait. Rien que ça, en fait, c'est déjà un bout de stratégie, et ça peut se faire. On a imaginé quel était le service minimum pour un dirigeant qui vient nous voir, qui nous dit je veux faire de la stratégie. Ton service minimum, c'est que tu ouvres ton document Word ou peu importe l'outil que tu utilises, tu fais page 1 état des lieux, page 2 vision et page 3 plan d'action, et tu remplis les pages juste un peu déjà comme ça vient. Dans tous les cas, rien que faire ça, c'est mieux que rien avoir. Et après, progressivement, mois après mois, année après année, on peut avoir une stratégie qui est un peu plus précise, qui a un peu plus de sens. On va peut-être utiliser des outils. On peut faire un état des lieux, on peut utiliser par exemple le Business Model Canvas, qui est un outil qui a déjà fait ses preuves, qui peut être utilisé pour analyser son entreprise. Ouais. Mais encore une fois, l'outil, ça reste un outil. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de l'outil. D'accord. Et justement, on va en arriver au sujet, parce que qui dit stratégie dit à un moment pas mal de prises de décision, que ce Exactement. soit alors l'état des lieux, déjà il faut décider de le faire, c'est une grande chose. Je vais pas parler de cette décision là, mais quand on fait un état des lieux, puis on se dit tout de suite comment on le fait, comment on va y arriver, et puis après quels sont les objectifs. Il y a un certain nombre de prises de décision qui sont assez importantes à prendre, qui vont être engageants pour l'entreprise. Vous, avec Tactic, comment vous les accompagnez sur... Alors, et je ne pense pas que vous prenez la décision pour eux, je pense que ce n'est pas du tout votre objet. C'est interdit même. Voilà. Comment vous les accompagnez dans cette prise de décision, justement ? Alors, effectivement, dans la stratégie, il y a également la prise de décision. C'est-à-dire que dans la stratégie, finalement, quand on fait un état des lieux, on fait un constat. Quand on se projette, on a un tas de réflexions, de projections, parfois d'imagination aussi, parce que c'est intéressant de sortir d'approches ultra pragmatiques dans certains cas. Et puis derrière, il y a énormément de prises de décision. Déjà, quand on fait une vision, quand on se fixe des objectifs dans 3 ans, 5 ans, potentiellement, on est déjà en train de faire on est en train de décider. Complètement. Ce travail sur où est-ce que j'ai envie d'amener mon entreprise, où est-ce que j'ai envie, moi, en tant que dirigeant, d'être aussi dans un horizon de 33 ans, 5 ans. Là où nous, on va les challenger, c'est plutôt de s'assurer qu'ils sont bien alignés et qu'ils ont vraiment envie de ça. Donc, le premier niveau de prise de décision, c'est est-ce que tu es vraiment sûr de ça ? Et donc, on va aller les chercher, on va les questionner, on va les challenger pour qu'ils aboutissent, qu'on soit sûr en fait que finalement les objectifs, la finalité de la stratégie qu'ils vont mettre en œuvre, on aille vraiment mener la bonne bataille, qui soit leur bataille à eux. Donc on a pas mal de sujets autour de c'est quoi ta vision du succès, qui n'est pas la vision qu'il y a dans les magazines, qui est ta vision à toi, dirigeant XY, de qu'est-ce que tu as dans les tripes, qu'est-ce que tu as envie, à quoi va ressembler ton quotidien idéal dans 3 ans, dans 5 ans. Et donc rien que déjà de les aider à s'autoriser à ça, ce qu'ils ne font pas forcément, on les aide à prendre en fait, on est des facilitateurs de prise de décision. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons dire c'est ça ta vision, mais nous on les fait parler et un peu comme une pelote de laine, quoi. On va tirer le fil, poser plein de questions et finalement aboutir. Alors parfois on va leur dire moi c'est ça que je comprends, est-ce que c'est bien ça, ou sinon on les laisse eux cheminer vers c'est ça, en fait c'est ça que j'ai envie. Et est-ce que vous avez justement dans ce questionnement qui est un peu de challenger le dirigeant, est-ce que vous avez un certain nombre de questions, disons un formulaire de questions un peu type, ou vraiment c'est vraiment au cas par cas, vous avez au cas par cas un peu selon la situation, vous n'avez pas posé les mêmes questions? Alors très clair, je pense qu'une de nos grosses forces, mais ce qui fait aussi que ça peut être compliqué pour les uns et les autres d'appréhender ce qu'on fait au sein de Tactic, c'est qu'on fait beaucoup de sur-mesure et qu'on s'adapte beaucoup. On va s'adapter à l'entreprise, on va s'adapter aux dirigeants, on va s'adapter aux liens qu'il peut y avoir entre les dirigeants s'il y a des dirigeants qui sont associés, donc on va énormément s'adapter. Il y a des dirigeants qui n'auront pas du tout besoin de nous pour écrire leur vision, parce que ils ont un côté un peu machine. Moi je suis hyper ambitieux, c'est mes objectifs, tac, c'est déjà très clair. Okay. Et il y en a qui vont arriver chez Tactic, ils viennent là pour ça d'ailleurs, parce qu'ils sont complètement paumés.
ils sont dans des phases de vie d'entreprise où l'entreprise ne va pas forcément bien et eux ne vont pas bien, ou alors l'entreprise va bien et eux ne vont pas bien. Donc on doit déjà essayer de comprendre, parfois ils ne savent même pas trop pourquoi, donc il faut essayer de comprendre tout ça pour les faire changer de dynamique et qui ensuite qui coulent le film. Mais parfois, ce travail de vision, dans certains cas, ça peut être un atelier de 2 heures, et dans certains cas, ça peut être 4-5 rendez-vous, parce que en fait, c'est compliqué à sortir. Et en même temps, ça vient des tripes, ça vient de loin, donc c'est normal que ça prenne du temps. Après, on a des questions types. On a un guide que nous, on met à disposition gratuitement sur notre site qui s'appelle le guide mi-temps, qu'on a construit justement pour les dirigeants qui veulent, qui souhaitent pas forcément se faire accompagner, mais qui ont envie de se poser les bonnes questions. Et c'est ça notre boulot, c'est de poser les bonnes questions. De tirer le fil par eux-mêmes. Donc, on a des grandes lignes. Et après, on a aussi des techniques. Et notamment, on en a une qu'on utilise énormément, qui est celle de la visualisation. Ok. Et la visualisation, elle est très adaptée à la réflexion d'un projet d'entreprise parce qu'elle permet de sortir du spectre. C'est quoi mes objectifs? Où est-ce que je me vois dans 3 ans? Finalement, je ne sais pas trop. Donc nous, on retourne un peu la réflexion et on les autorise aussi à penser différemment. Donc la visualisation, c'est de se projeter dans un état futur en s'y imaginant déjà. Donc c'est une approche qui est très utilisée. Donc il y a beaucoup de sportifs de haut niveau notamment qui utilisent la visualisation. Je sais pas moi, quelqu'un qui fait du ski alpin, en fait, il peut faire ça. Il a déjà fait, avant de faire la descente, il l'a déjà fait 5 fois dans sa tête. Il l'a vu, il l'a senti dans son corps. Les militaires font beaucoup ça, l'armée de l'air. Ils connaissent par cœur les 80 manœuvres qu'ils doivent maîtriser, enchaînement de manœuvres. Donc ils savent le faire, ils l'ont répété. Là, c'est notamment, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est notamment, on voit beaucoup sur les avions de chasse, ou qui font leurs manœuvres avec des gestes de main et tout ça. Et c'est vrai que c'est très utilisé. Effectivement, tu me disais. Tout à fait. Excuse-moi, je t'ai Non, mais pas de souci. Là où c'est intéressant de l'amener sur le sujet de la stratégie d'entreprise et notamment sur le projet d'entreprise, c'est que nous, en fait, ce qu'on leur dit, c'est on va pas se fixer des objectifs, on va se dire, voilà, là, on est en octobre 2023, on se projette en octobre 2026, ton entreprise est un succès. On ne se pose pas la question de si c'est un succès ou si c'est pas un succès, c'est un succès. Je te donne une affirmation et maintenant, tu vas me dire en quoi tu estimes que ton entreprise est un succès. Comment tu sais que c'est un succès et quels sont les signes de ce succès-là. Et l'intérêt de le faire de cette manière-là, ça permet de sortir de cette approche très orientée objectif, très chiffrée, où en fait la plupart des gens qui vont fixer leurs objectifs vont parler de quantité de chiffre d'affaires, quel est mon volume d'affaires, combien j'ai de salariés, on va plutôt arriver là-dessus. Si on le tourne d'une autre manière, on va aller sur des choses qui sont plus encore une fois des signes, des symboles qui vont me montrer que j'ai réussi. Et donc nous, ça nous donne de la matière, et à partir de la matière, on peut in fine arriver sur des objectifs. Mais on va un peu plus sur la notion de rêve, on s'autorise beaucoup plus en faisant ça. C'est marrant cette projection, parce qu'il y a aussi un mécanisme dans la prise de décision qui existe comme ça, qui est ce qu'on appelle le pré-mortem, qui est, alors disons, on va parler d'une acquisition, par exemple une entreprise qui acquiert une autre entreprise et qui va dire, avant de prendre une décision, bien sûr, on va se dire, ok, j'ai acquis cette société, c'est un échec, parce que là on parle plutôt d'échec, pourquoi ça a été un échec? Et d'anticiper avant la décision, de se dire, ok, si c'est un échec, pourquoi ça aurait été un échec? Et d'essayer d'avoir justement ce pas de côté, ce que tu disais au début, vraiment de se décaler par rapport à le flux qu'on a, cette vision des choses pour analyser autrement la situation. Et en fait, ce que j'entends et ce que je comprends avec Tactique, c'est que vous êtes là en fait pour aider le chef d'entreprise à se décentrer de sa routine, de son flux, que j'appelle son flux continu, pour pouvoir prendre un pas de côté et se projeter et se dire, ok, où je vais et comment je vais. C'est exactement ça. Et par rapport à ce que tu évoques, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je change mon angle de vue. Ça permet aussi de travailler sur les biais cognitifs qu'on peut tous avoir, parce que justement, plus on a le nez dedans, plus on est plus on a de biais. Donc le fait de faire ce pas de côté en abordant le pré-mortem, en abordant une visualisation du succès, c'est exactement ça. Il y a quelque chose moi qui m'a vraiment marqué, une lecture que j'ai faite sur
en fait, on cherche toujours à briller, on cherche toujours à prendre la décision parfaite. Ouais. Et en fait, on fait souvent beaucoup moins d'erreurs en cherchant à pas faire de conneries. C'est-à-dire que au lieu de toujours réfléchir quand on veut prendre une décision, de dire comment est-ce que je peux prendre la meilleure décision possible, c'est comment je peux éviter de prendre la décision la moins bonne. Donc c'est vraiment une approche. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus et c'est en rapport avec le tennis, en disant en fait Roger Federer, Federer, Nadal, Djokovic, etc. Eux, ils vont rechercher l'excellence. Mais en fait, un tennisman, on va dire lambda, je suis pas tennisman, mais en fait, et je pense que ça vaut pour beaucoup de sports. Fais pas d'erreur et tu gagneras plein de matchs en fait. Et ça vaut. Alors nous, on peut faire le parallèle. On a une table de ping-pong chez Tactique. Il y a des matchs endiablés le midi. Et en fait, ça m'est arrivé des fois de me dire, bah tiens, en fait, j'ai à peu près le même niveau que celui qui est en face de moi, c'est-à-dire un niveau qui est pas terrible. Je prends 0 risque. Je fais juste en sorte de toujours ramener la balle de l'autre côté. Et en fait, on peut gagner plein de matchs comme ça. Et pour moi, on peut faire un vrai parallèle en entrepreneuriat. Voilà, on est des TPE, PME. C'est notre cas à nous, c'est le cas des entreprises qu'on accompagne. Si déjà on fait pas beaucoup, si déjà on fait peu d'erreurs, même si on fait pas les paris les plus fous, même si on n'a pas une stratégie brillante, incroyable, innovante, révolutionnaire, ce qui est rarement quelque chose qu'il faut chercher. Mais en fait, on peut avoir de très belles trajectoires d'entreprise en ne faisant pas d'erreurs ou le minimum d'erreurs possible sans forcément prendre la meilleure décision. Ouais, souvent je vais faire un parallèle qui me fait toujours beaucoup sourire et qui malheureusement, je pense, fait beaucoup de mal, mais c'est les entrepreneurs à succès qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors pas ceux qui ont eu du succès, qui ont créé des grosses boîtes, mais ceux qui arrivent, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ils te disent « Ok, tu veux gagner 1 000 € par jour ? Viens, je t'explique comment faire en achetant cette formation. » Et qui vendent pour moi du rêve. Et en fait, et ce qu'ils prennent toujours l'exemple, et j'en viens à ce que tu disais, c'est ils prennent souvent l'exemple d'une personne qui est très connue, on va chercher du Warren Buffett, des choses comme ça, et qui disent « Regarde, lui, il a réussi en faisant comme ça, je vais t'apprendre comment il a fait. » Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que cette personne a, oui, très, très bien réussi, mais combien de milliers derrière ont échoué. Et on fait les erreurs de se dire... eux, en fait, ils ont fait plein d'erreurs, ils n'ont pas fait comme il fallait, donc ils ont pas réussi. Et j'en reviens à ce que tu disais, à la recherche de cette stratégie brillante qui, en fait, la plupart du temps, va marcher une fois sur 1 million. Donc, autant dire quasiment jamais, et alors que la plupart vont se planter. Et donc, c'est cette recherche également de stratégie qui doit être très terre à terre pour moi, très... simple n'est pas le mot, mais très terre à terre pour au moins avancer petit à petit. Et puis, peut-être le terre à terre accumulé va faire quelque chose de brillant à la fin. Oui, puis sans parler de... après, je sais pas si c'est terre à terre, peut-être pas forcément, mais en tout cas, souvent les bonnes stratégies, quand tu accouches de ta stratégie et que c'est une bonne stratégie, souvent c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à tes forces d'entreprise, ça correspond à ce que tu as dans les tripes, ça correspond aux ressources que tu as, ça correspond au marché. Et en fait, c'est l'enjeu. En fait, on est sur un marché qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise, c'est les choix qu'on fait. En fait. C'est ce qu'on dit souvent dans les formations qu'on peut animer sur la stratégie. On vous donne les clés d'une entreprise à tous, la même entreprise, avec les mêmes gens à l'intérieur, sur le même marché, dans le même contexte. On se voit 12 mois après. Chaque entreprise sera hyper différente. La seule chose qu'aura changé, c'est les décisions que vous aurez prises. Et c'est là où on se rend compte que les décisions qu'on prend, elles ont un impact énorme sur l'entreprise. C'est que c'est ça qui va driver. Après, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise route. C'est juste les routes, elles seront différentes. Peut-être qu'à la fin, tout le monde sera bien où il est. Mais le bien où il est, en fait, il dépend de toi. Enfin, surtout sur les petites entreprises dont on parle. Tu seras bien où tu es parce que c'est bien pour toi, en fait. Ou c'est bien pour tes équipes, ou c'est bien pour ton entreprise, parce que tu es à l'aise avec ça, parce que tu es serein, ou parce que tu n'es pas serein, mais en fait, parce que serein, c'est parce que tu recherches. Si tu recherches le challenge, tu vas avoir une stratégie hyper challengeante. Il y a des gens qui sont prêts à planter leur boîte pour atteindre un objectif hyper ambitieux. Il y en a aussi beaucoup, et je pense que c'est plutôt une minorité, mais très bien, dans la mesure où si tu es conscient de ce que tu mets dans la balance, moi j'ai aucun souci avec ça. À l'inverse, il y a plein de gens aussi qui vont avoir des stratégies, on va dire bon père de famille, même si j'aime pas trop l'expression, mais parce qu'ils sont à l'aise avec ça. Et en fait, il y a pas de...
il n'y a pas une bonne stratégie, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Pour moi, c'est la bonne stratégie à un instant T et pour la personne aussi. Et on ne parle pas souvent du dirigeant. Dans la stratégie, on parle d'entreprise, de business, de croissance, etc. Mais en fait, est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tes équipes sont heureuses quand elles viennent au boulot? Est-ce que tes clients sont contents de ce que tu fais? Rien que ça, déjà, juste trouver cette bonne équation, c'est déjà un beau challenge. Et y arriver, c'est déjà une belle satisfaction en soi. Et il y a plein de dirigeants que nous, on croise. En fait, c'est ça le challenge. C'est quelle stratégie je mets en œuvre pour atteindre ça dans un environnement qui peut être hyper challengeant. Et rien que de réussir à faire ça, bah déjà chapeau. Et puis quand on voit nous on aime bien dire que les dirigeants de TPE-PME, c'est les gens de l'ombre. Parce qu'en fait, il y a un peu ce côté salaud de patron qu'on peut avoir et qui est surtout donné par l'image qu'on a des grands dirigeants qui se versent des millions alors qu'ils n'arrivent pas à augmenter de 50 € quelqu'un qui va bosser au SMIC. Les dirigeants de TPE, PME, c'est pas du tout ça. Enfin, nous, les gens qu'on voit au quotidien, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui bossent comme des fous, qui sont pas toujours les mieux payés de leur entreprise, qui sont les premiers à arrêter de se payer au moment où ça fonctionne pas bien pour protéger leurs équipes. C'est pas les gens qu'on voit, quoi. Donc, c'est aussi pour ça, nous, qu'on fait ça et qu'on le fait aussi, nous, avec passion et avec les tripes. Parce que, en fait, on sait que c'est des gens importants. Alors, ils sont pas importants au sens, un dirigeant d'une boîte de 10 000 personnes ou 100 000 personnes qui nourrit la moitié d'un territoire, oui, ok, c'est quelqu'un d'important. Mais en fait, les 50 000 dirigeants qui vont nourrir 50% des salariés d'un territoire, en fait, c'est aussi important. Sauf que c'est plus dur à toucher parce que c'est hyper éparpillé. C'est un maillage fou et c'est ça qui fait vivre aujourd'hui une bonne partie du territoire. J'en reviens à la pelote de laine que tu me disais dérouler quand tu échangeais avec les dirigeants. Est-ce que vous allez plus loin encore une fois que cette pelote de laine est un peu déroulée? Oui, parce qu'en fait, là, ce que j'évoquais, c'est principalement la partie vision. Donc, encore une fois, état des lieux, il n'y a pas beaucoup de prise de décision à faire, c'est juste un constat. Donc, il faut être suffisamment honnête et réaliste avec soi-même. Donc, il y a quand même un travail est-ce qu'il n'y a pas des biais dans la manière dont je regarde mon entreprise pour être sûr que ce que j'en ressors et que mon état des lieux, il est honnête, il est réaliste. Donc là-dessus, ça peut être intéressant d'aller chercher, dans certains cas, des gens à l'extérieur pour faire un audit financier, un audit RH par exemple, mais on peut déjà faire un premier bout soi-même. Il y a toute la partie, donc la fameuse pelote de laine et le travail de visualisation pour le projet, et puis après, il y a le plan d'action. Et dans le plan d'action, en fait, c'est là où en fait, on rentre vraiment pour moi dans la prise. Il y a un premier niveau de décision qui est, à partir du moment où je définis là où on a envie d'aller, c'est déjà un choix. Et quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on renonce aussi à plein de choses. Et après, il y a concrètement, avec mes moyens d'aujourd'hui, mes ressources d'aujourd'hui, le contexte d'aujourd'hui, ce que j'ai constaté dans l'état des lieux, on fait quoi ces les 12 prochains mois pour aller dans la direction qu'on souhaite? C'est quoi la meilleure trajectoire pour atteindre notre vision? Et en fait, quand on fait ça, il y a énormément de choix, énormément de décisions, et en fait, c'est hyper dur. C'est hyper dur de faire les bons choix. Et donc là-dessus, en fait, nous, on essaye de les orienter. Alors après, il y a plein de petits, je sais pas, des petits hacks ou des manières de voir les choses. On a produit beaucoup de contenu sur la prise de décision, justement pour casser encore une fois ce qu'on met derrière la stratégie et ce qu'on met derrière. Il faut faire des grands projets, il faut faire des grandes idées pour faire évoluer son entreprise. Pas du tout. En fait, les petits pas sont aussi importants que les grands. Et ne faire que des grands pas, je pense que c'est pas sain et c'est pas forcément pérenne dans le temps. Alors qu'une entreprise qui fait en permanence plein de petits pas d'amélioration, si elle est constante dans sa trajectoire d'amélioration, en fait 2 ans, 3 ans, 5 ans après, c'est pas la même entreprise. Sauf que ça se voit pas. Et donc du coup, on a du mal à le valoriser et le mal à le percevoir. Donc nous, on essaye déjà d'une part qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils font. Parce qu'en fait, la plupart des dirigeants, et j'en fais partie, on zoome, on est omnibulé, mais parce qu'on est comme ça, parce qu'on n'a pas réussi à faire ou parce qu'on ne fait pas encore bien. Et du coup, on occulte assez souvent ce qu'on a fait de bien et on fait souvent plein de choses bien et on fait beaucoup de choses. Et donc, juste déjà le fait de dire, c'est quoi tes petites victoires? Donc déjà, n'aie pas peur d'aller petit à petit et célèbre tes étapes pour toi et pour tes équipes aussi. Parce qu'en fait, si ce que tu t'infliges à toi-même, entre guillemets, en disant... tu te flagelles en permanence en disant j'avance pas vite, ça c'est pas assez bien, Et si tu es comme ça avec tes équipes, mais les gens ils vont déprimer parce qu'en fait ils vont mettre une énergie de fou à mettre les choses en place. Et en fait, si eux aussi ils voient que ce qui est pas bien,
c'est déprimant. Donc il y a un vrai enjeu de se mettre dans une sorte de dynamique positive, de regarde ce que tu as fait, regarde comment on avance, et donc et pas avoir peur justement de prendre des petites décisions et zoomer dessus. Il y a une courbe que j'aime beaucoup, moi, qui est très utilisée. Alors c'est les gains cumulés là, quand on investit. Voilà, vaut mieux, si tu mets 10 euros par mois, si tu places 10 euros par mois pendant 50 ans, les gains à la fin ils sont énormes. Ouais. Bah, c'est la même chose pour ces petits pas. En fait, le fait de faire des petits pas, en fait, ça t'aide. Ça t'aide à améliorer l'entreprise, mais faut pas regarder chaque petit pas, il faut regarder la somme des petits pas, ce que ça produit, et en fait ça peut être énorme. Donc ça peut être frustrant parce qu'en fait les gens ils vont venir chez Taki, je vais bosser ma stratégie, on va avoir un grand plan à 5 ans, puis à la fin ils se disent ok, c'est ça la stratégie. Bah ouais, en fait on n'est pas des magiciens, il n'y a pas forcément besoin. Alors après il y a des stratégies où bah voilà, il y a des choses concrètes, costauds, peut-être hyper challengeantes, mais dans certains cas, en fait, c'est juste retour au bon basique, en fait. Tu as mis de côté le management, tu as 40% de turnover, c'est super, tu fais 150 000 euros de résultats, mais en fait, tu vas péter un plomb, en fait. Si tous les ans, tu dois renouveler la moitié de ton équipe, ça va pas le faire. Bah, peut-être que le plan d'action de l'année, il est juste de dire... Côté business, tu sais gérer, tu sais aller trouver tes clients, tu sais délivrer, tes process a priori ils sont bons, ils sont sûrement améliorables. Là, le chantier de l'année, c'est le management en fait. Ouais. C'est la RH, c'est ces sujets sur lesquels tu dois bosser. Et nous, on les aide là-dessus à être aussi hyper tranché et radical. On sert de miroir. Ça, c'est un premier point aussi, je pense, dans la prise de décision, c'est important de se challenger parce qu'on peut vite tourner en rond avec nous-mêmes parce qu'on n'a que notre prisme. Donc le côté effet miroir est intéressant. Et aussi le fait de dire décider. En fait, le pire truc, c'est de ne pas décider. Donc pour moi, la prise de décision, c'est un sujet qui est hyper important. Et l'absence de décision peut être dramatique. Alors, je pense qu'on peut couler des boîtes si on ne décide pas. Et parfois, après c'est une conviction, alors, il y a peut-être plein de contre-exemples, mais moi, ma conviction profonde, c'est il vaut mieux décider et se tromper que rien faire. Parce qu'en fait, on est statique. Une boîte qui ne bouge pas aujourd'hui, peut-être qu'il y a 20 ans, on pouvait avoir une boîte qui ne bouge pas. Aujourd'hui, le monde bouge beaucoup trop vite pour se dire que pendant 10 ans, tu vas mener la même stratégie sans rien bouger. Je suis convaincu qu'en 10-15 ans, la boîte, elle est au tapis, en fait, si on ne fait rien. Je reviens sur cette notion. Alors, tu m'as parlé de hack et je vais revenir dessus parce que je veux en connaître quelques-uns. Okay. Mais là où j'apporterais une précision, c'est sur la prise de décision. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ne pas prendre de décision, c'est une catastrophe. Voilà, il faut prendre des décisions. Après, c'est dans dans l'espace-temps où on est. Parce que des fois, on se dit, ok, on est en réunion, il faut qu'on prenne une décision. Alors qu'on a peut-être une ou deux options qui sont peut-être pas satisfaisantes. Ça ne veut pas dire pour moi qu'on doit prendre une décision sur l'instant T. Ça veut dire qu'on peut se dire, ok, on se garde une semaine de plus pour chercher peut-être une troisième option ou une quatrième option qui va peut-être mieux convenir, se challenger justement à aller chercher cette option, mais prendre une décision après. Et c'est là où mais je pense que c'est ça que tu on est en phase. Ouais, c'est ça que tu voulais dire, c'est qu'en fait la prise de décision, quand on dit prendre une décision, c'est pas forcément à l'instant T là maintenant, mais c'est dans un espace-temps restreint. Alors après, le restreint, ça dépend aussi des vitesses de la boîte. Ça se trouve, ça va être 6 mois parce que on décide d'un investissement de plusieurs millions, ou ça va être peut-être de 3 jours si on dit, voilà, il faut acheter un logiciel ou pas. Donc c'est cet espace-temps qui est à définir, mais effectivement, à un moment, il faut prendre une décision. Mais ça ne veut pas dire que si on est bloqué, on doit être obligé de prendre une décision. Non, mais en fait, pour moi, le point derrière, c'est... Je donne un exemple, en fait. C'est une entreprise qui se pose la question pendant 12 mois, est-ce que je dois recruter, est-ce que je ne dois pas recruter ? Ah oui. En fait, il y a un moment donné, et c'est là aussi l'intérêt de la stratégie, nous, l'objectif de tout ça, c'est aussi d'amener les infos qui te permettent... Enfin, c'est un des objectifs de la stratégie, de l'état des lieux, de la vision, du plan d'action, c'est t'aider à prendre des décisions aussi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça, c'est d'arrêter de rester bloqué. Ouais. Et tu peux rester bloqué aussi parce que, justement, si tu as le nez dans le guidon, tu n'as pas assez d'éléments en fait, pour prendre ta décision, donc tu n'es pas confort. Et ça fait peur. Donc, c'est aussi l'enjeu de tout ce qu'on met en place, c'est de faciliter la prise de décision. On parle beaucoup, on fait beaucoup le lien entre notamment tactique et l'optimisme dont je parlais tout à l'heure sur la partie expertise comptable. On a
on a l'impression, en tout cas aujourd'hui, de faire le métier d'expertise comptable de manière assez différente de la plupart des acteurs du métier d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui accompagnent les TPE-PME. C'est-à-dire que nous, notre approche est de dire on est une entreprise qui vous aide à piloter dans votre entreprise et à prendre des décisions. Et pour ça, en fait, il faut changer la manière de travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut plus travailler uniquement basé sur un bilan qui arrive 3, 4, 5 mois après la clôture du bilan, parce qu'effectivement, là, ça rend très compliqué la prise de décision. Mais travailler sur des budgets à l'année, qui sont aussi possibles parce que tu as une stratégie claire et que tu as un plan d'action clair, donc tu peux te faire un budget sur ton année. Et ensuite, avoir un reporting mensuel qui te permet de savoir où tu en es et de pouvoir justement prendre des décisions des décisions de recrutement, des décisions d'investissement sur un sujet, sur un outil, de dire bah tiens, j'ai envie de faire un développement géographique, j'ai envie d'être beaucoup plus actif, je sais pas moi, en région parisienne ou dans un autre pays si mon sujet est international. Si on n'a pas le tableau de bord entre guillemets avec les différentes infos qui me permettent de prendre la décision, bien sûr qu'on n'arrivera pas à prendre la décision. Enfin, c'est hyper compliqué ou c'est hyper risqué. Mais à partir du moment où on met les choses en place, et nous, c'est une de nos batailles, une fois que tu as ça, il y a un moment donné, il faut y aller par contre. En fait, quand tous les voyants sont ouverts, il faut y aller et prendre ce petit risque. Mais en fait, quand on a bien balayé, il y a toujours une part de risque. On ne sait jamais. Tu prends le recrutement, nous, un des gros sujets de discussion avec beaucoup de dirigeants, c'est la seniorité des recrutements. Un senior coûte plus cher qu'un junior. Et un des prismes des dirigeants de TPE-PME, eux, ils regardent, ok, le junior, il coûte 25 000, le senior, il coûte 35 000, ça me coûte 10 000 euros de plus. Ils sont omnibulés par le différentiel de coût entre les deux. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que va apporter la personne qui va coûter 35 000. Et ce n'est pas forcément les bons chiffres d'ailleurs, 25, 35, ça peut être 20 et 50, 20 ou 30 et 50. On comprend l'idée. En tout cas, l'idée est là. Et donc, ils sont tellement omnibulés sur le coût que du coup, ils en oublient la valeur ajoutée et la contribution à la stratégie. Donc, nous, c'est en fait, le cadre-là nous permet aussi, nous, de les challenger. Et parfois, on va être beaucoup plus challengeant en disant, en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu ne mets pas les 5 000 ou les 7 000 euros de plus. Et je sais que tu as les moyens. Quand je vois le gain que moi j'y projette. Alors après, oui, il y a un facteur de risque parce que la personne, elle va peut-être pas coller, elle sera peut-être pas dans la culture de la boîte, elle va peut-être pas apporter autant que tu avais imaginé, mais en fait, tu sauras pas. Et donc c'est là où il y a un autre sujet auquel j'avais réfléchi avant aujourd'hui, en réfléchissant à qu'est-ce qu'il y a dans la prise de décision, c'est la notion d'expérimentation et un sujet qui vient de la théorie de l'effectuation, qui est la perte acceptable. Et en fait, quand on prend des risques, et notamment quand on a de l'incertitude, l'idée, c'est de se dire, un des facilitateurs de la décision, c'est de quadriller la prise de risque. La perte acceptable, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour voir si ce pari-là, finalement, il peut m'apporter ce que j'imagine qu'il va m'apporter. Et derrière perte acceptable, il y a plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui crée une entreprise ou un dirigeant qui a déjà une entreprise, il dit, bah, tiens, j'ai envie de créer une deuxième entreprise. C'est quoi ma perte acceptable? C'est quel temps je suis prêt à y consacrer, quel argent je suis prêt à consacrer. Je teste. En fait, à partir du moment où je fais le test, qui me coûte peut-être, je sais pas moi, 10 000 euros et 50 heures de travail, et bah, au bout des 10 000 euros et des 50 heures de travail, bah, peut-être que je pourrais arbitrer beaucoup plus que maintenant. Et c'est ça aussi qui est compliqué, je trouve, dans la prise de décision, c'est qu'il n'y a souvent qu'une seule manière de savoir si c'est la bonne décision, c'est de le faire. Oui. Et donc, c'est là où je trouve que c'est intéressant de réfléchir avec cette perte acceptable-là, parce que du coup, au lieu de dire je saute dans le vide, c'est hyper flippant, ou je sais pas, ou quelqu'un qui quitte son boulot pour créer sa boîte, qui est quelque chose que moi que j'ai beaucoup accompagné par le passé, et c'est là où j'ai justement découvert cette notion de perte acceptable, c'est de dire ok, tu es prêt à quitter ton job, tu as Pôle emploi, donc tu perds 30-40% de ton revenu, combien de temps tu te donnes, et est-ce que tu es prêt à utiliser une partie de tes économies pour ce projet-là, pendant combien de temps, jusqu'à combien, et aussi de se dire à un moment donné stop. Quelle est la stop limite? Ou encore en tout cas, mais en tout cas tu vas au bout de ton expérimentation et tu juges quand tu as atteint ces 6 mois et ces 10 000 euros d'argent perso investis dans ton projet. Tu ne peux décider que à ce moment-là de si tu dis stop ou encore, mais au début de l'aventure c'est impossible en fait, il va se passer tellement de trucs, c'est impossible de le projeter, c'est impossible de le prévoir. Donc la notion de perte acceptable, je trouve que c'est un bon outil qui te permet de délimiter ton risque et aussi de plus facilement y aller. Parce que, après c'est pareil, c'est un biais que moi j'ai, à l'inverse, j'aime bien les nouveaux projets, j'aime bien tenter des choses. Et donc du coup, c'est bien de se donner aussi des limites quand on fait ça.
parce qu'il y a de la prise de risque derrière. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut te permettre de sauter le pas. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a en jeu ? Oui. C'est quoi ? Et les gains peuvent être énormes. Et je prends l'exemple du recrutement. C'est-à-dire, quand tu recrutes quelqu'un, tu as une période de... Alors, c'est pas souhaitable de faire une rupture de période d'essai. Ta personne, elle coûte, admettons, 10 000 euros de plus que ce que tu avais en tête. Tu l'as pendant 3 mois. Donc oui, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'énergie. Mais si tu cumules tout le temps l'intégration, l'apprentissage et le coût du salaire, finalement... Ça se trouve, c'est quasiment équivalent. Voilà, c'est très peu de choses, finalement. Et par contre, moi, ce que je vois... Après, c'est le côté très optimiste du truc, c'est je vois toutes les opportunités que ça peut te créer. Et quand tu mesures ça, du coup, à la fin, des fois, ils disent presque, en fait, je comprends pas pourquoi j'y vais pas, en fait. Ouais. Donc, c'est aussi découper, saucissonner le problème, la réflexion, pour faciliter la décision. Et tu mentionnes une chose qui est vachement intéressante, notamment dans la prise de décision, c'est cette partie que tu disais au début, c'est la data. Ce que moi j'appelle la data, qui est vachement importante en fait. Et souvent, aujourd'hui, de ce que moi je vois, mais je pense que tu as plus de vision que moi, c'est les entreprises déjà. Alors les TPE, PME n'ont pas toujours assez de data parce qu'elles ne mettent pas en place. Moi, dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, c'était le cas. Donc, on manquait de data et on l'a mis qu'en fin de vie d'entreprise. Et quand on a vu les courbes, on fait oui, on se demande comment on a tenu jusqu'à là. Et donc, il y a cette partie de data qui est importante pour, en fait, prendre la décision en connaissance de cause. Et c'est cette data qui, pour moi, va donner, alors, en faisant des recherches, en faisant en travaillant cette data, bien sûr, ça n'arrive pas comme ça, mais donner cette notion de perte acceptable que moi j'aime beaucoup et qui va dire, ok, si on se lance dans ce projet, voilà l'estimation basse de ce qu'on peut, perdre. Voilà, si ça marche pas, voilà l'estimation moyenne de ce que ça peut rapporter et voici l'estimation de jusqu'où on peut aller. Et en fait, ça donne un panel de lecture de se dire, ok, bon en fait, si on y va et qu'on perd 1000 euros, c'est pas grave. Mais si c'est, si on y va et on perd 1 million, sachant que le chiffre d'affaires est de 2 millions, c'est peut-être un peu plus bloquant. Donc c'est aussi cette notion que tu amènes là, qui est pour moi très intéressante et même fondamentale dans la prise de décision en fait. Ouais, tout à fait. Et puis de se dire qu'en fonction de l'enjeu, on ne va pas y mettre la même énergie. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets où en fait faut arrêter de tout analyser dans tous les sens. Des décisions sur lesquelles il n'y a pas ou peu d'enjeux, en fait tu vas perdre plus de temps et d'énergie à l'analyser qu'à prendre la décision et quitte à faire des erreurs sur des petits détails. Donc je trouve que c'est important aussi de pas de faire de la suranalyse. Et la donnée, elle est effectivement importante. Il faut juste qu'elle ne soit pas bloquante non plus. C'est-à-dire, ça fait aussi partie de la partie prise de risque. C'est-à-dire on ne pourra jamais avoir tous les éléments en compte. Il y a une super conférence qui parle du complexe de Dieu, où en fait, tu as ce côté-là, et je pense qu'en France, on l'a pas mal. C'est-à-dire, c'est compliqué d'y aller si je ne suis pas omniscient sur l'enjeu qui est en question. Non, si je ne sais pas tout, j'y vais pas. Et du coup, tu n'y vas jamais. Alors que tu as des super opportunités potentiellement. Et on ne parle pas de prise de risque. En fait, et c'est là, après, chaque cerveau, chaque mode de fonctionnement est différent. Mais il faut accepter un minimum, en tout cas, surtout si on a un projet ambitieux, en fait, tu n'as juste pas le choix. Il faut être cohérent. Alors, si dans ta stratégie d'entreprise, ton but, c'est maintenir l'existant, être bien, etc., il n'y a peut-être pas besoin de faire ce genre de pari ou de niveau de risque, en fait. Et peut-être qu'en plus, les dirigeants ne sont pas tous des grands fous, comme on pourrait l'imaginer, parce qu'on dit être dirigeant, c'est-à-dire prendre des risques, etc. Il y a plein de dirigeants, et j'ai l'impression de voir plus de dirigeants qui ont plutôt peur du risque qu'à l'inverse, ceux qui prennent beaucoup de risques. Et j'ai complètement perdu mon fil. Mais on parlait de data et de l'importance de la data et surtout de ne pas rester bloqué avec la data. Ouais, exactement. En tout cas, c'est ça, d'y aller même si on n'a pas tout, parce qu'il y a une notion de prise de risque. Et oui, merci pour ton rappel. C'est notamment, encore une fois, il y a une notion de cohérence. C'est-à-dire, un des enjeux d'une stratégie, une bonne stratégie, elle doit être cohérente. Et donc, si tu as des objectifs hyper ambitieux, tu peux pas te permettre d'avoir des prises de décision petits joueurs, en fait. Ça marche pas. Ou alors, on peut déjà se dire tout de suite, tu n'atteindras pas tes objectifs ambitieux.
Des objectifs ambitieux veulent forcément dire qu'à un moment donné, dans ta trajectoire, tu dois prendre des risques. Tu as une trajectoire hyper ambitieuse, tu veux faire doubler ton chiffre d'affaires tous les ans pendant 5 ans. Il y a un moment donné, il va falloir prendre des risques de recrutement. Tu ne vas pas pouvoir porter tout seul. Tu vas devoir avoir des gens expérimentés. Tu vas avoir des gens seniors qui ont peut-être même déjà vécu cette trajectoire-là. Surtout si toi, tu es une jeune boîte et que tu as des dirigeants relativement jeunes. Il y a un moment donné, dans l'histoire, il faut qu'il y ait aussi des gens qui aient déjà vécu ou que tu t'entoures de gens ou que tu fasses appel à des gens extérieurs que tu vas payer. Peut-être que tu vas payer très cher, mais qui vont t'aider à franchir ces caps-là. Et ça coûte de l'argent, en fait. Ouais. Mais si tu es ambitieux... Bah oui, c'est pareil, si tu es ambitieux, il faut bosser. Enfin, voilà, rien ne se passe par hasard et je vois pas comment on peut avoir une trajectoire, un projet hyper ambitieux sans un minimum de prise de risque. L'équation, elle n'est pas bonne. Et quand je dis ça, je dis pas faut forcer les gens à prendre des risques. S'ils sont pas à l'aise, c'est juste qu'il faut revoir les plans. Et la stratégie, encore une fois, c'est l'équation entre on est où, on va où et comment on y va. Et derrière comment on y va, il y a quels moyens je suis prêt à mobiliser et d'où aussi quel niveau de risque je suis prêt à accepter. Et pour moi, il n'y a pas de critique, il n'y a aucun jugement quand je dis que les gens ont peur, qu'il y en a qui ont peur de prendre des risques. En fait, ils sont comme ça. Il faudrait être stupide pour, avec ta propre boîte, te mettre dans un état hyper stressant alors que personne ne t'a demandé de le faire. La boîte, c'est un outil, donc il faut la mettre aussi au service de qui on est. Si je suis joueur, je peux peut-être jouer avec ma boîte. Après, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des familles, il y a des familles des salariés quand même derrière. Donc, voilà, après, chacun fait ses choix. Mais si je suis pas à l'aise avec le risque, on va gérer. Et ça veut pas dire que la boîte elle sera pas super. Ça veut pas dire que les gens vont pas faire. Enfin, les TPE-PME, c'est incroyable la richesse d'expertise qu'on voit. Et pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un dirigeant flambeur et qui prend des risques de fou. C'est faire de l'artisanat, des choses hyper précises. C'est juste dingue. Voilà, c'est hyper. Enfin, c'est beau. Il y a le côté très artisanal. Et en fait, c'est génial. Et encore une fois, c'est juste, t'es qui, tu veux quoi, t'es prêt à accepter quoi, et après on construit autour de ça. Oui, c'est être, ce que tu disais tout à l'heure, être aligné avec soi-même. Exactement. Voilà. J'en viens, peut-être pour finir un peu ce podcast, au fameux hack. Alors, tu nous as donné quelques-uns là, durant notre échange, mais est-ce que tu aurais quelques trucs et astuces que vous mettez en place ici, je t'ai dit, que tu connais toi, pour un peu la prise de décision et améliorer cette prise de décision, même si on en a évoqué quelques-uns. Ouais, alors effectivement, enfin, après, les hacks, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on a des petits outils, mais c'est pas forcément des... Et quand je dis outils, en fait, c'est plus des réflexes ou des habitudes. Encore une fois, c'est comment est-ce qu'on aide les dirigeants à avancer. On avait un rendez-vous ce matin avec des dirigeants qui savent ce qu'ils veulent. Mais en fait, ça fait longtemps, ça fait un moment, c'est plusieurs mois qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais là où ça pêche, et là où ça pêche dans 90% des entreprises, je pense, en tout cas celles qu'on voit, c'est la mise en œuvre. Ils savent ce qu'ils veulent, et en fait, ils se rendent compte déjà qu'ils sont empêtrés dans le quotidien, et donc ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et donc nous, un de nos hacks, c'est de dire, c'est quoi la prochaine étape ? Sur quoi tu dois focaliser ton énergie ? Ça peut être juste dans les 2-3 semaines qui viennent, ou dans le mois, ou dans le trimestre qui vient, tu te focalises sur une action, un projet, qui va te permettre de faire, ne serait-ce que le premier pas. Moi, j'aime beaucoup donner l'image pour moi, la stratégie, on peut l'imager comme un escalier. En bas, c'est l'état des lieux, en haut, c'est la vision, et en fait, le plan d'action, c'est chaque marche. Et donc, dans chaque marche, il y a aussi l'idée de se dire, je dois avoir les bonnes premières marches, les bonnes fondations pour pouvoir continuer à construire mon escalier derrière. Et donc, dans les bonnes marches, il y a aussi de dire c'est quoi le prochain pas. Donc ça, pour nous, c'est un prochain, le ou les 2-3. En fait, les idées, elles ne manquent pas. Mais ce qui manque, c'est le passage à l'action, c'est décider. Encore une fois, c'est souvent ce qui manque, c'est la capacité à prendre des décisions, la capacité à prioriser. Et donc, là où, contrairement à ce que je te disais au tout début, c'est on se refuse à prendre des décisions pour eux. Parfois, sur la partie plan d'action, on peut être un peu insistant quand on a des convictions, c'est de dire en fait, je suis convaincu que ton étape d'après, c'est ça. Et si tu fais ça, derrière, on verra la suite. Et c'est là où, pour moi, ça désacralise complètement la stratégie, où on imagine des plans d'action sur 5 ans, des diagrammes de Gantt, etc., qu'on peut très bien faire. Mais en fait, juste de dire,
je suis très au clair sur où je suis aujourd'hui. Je suis très au clair sur ce que je veux demain. Et demain, ça peut être dans 12 mois, 24, 36, 5 ans. Et je me focalise sur... J'ai une liste, à la limite, je fais ma liste de toutes les choses que j'aimerais mettre en œuvre ou que je pense mettre en œuvre. Et j'en prends une et je la fais. Je la fais. Et quand je l'ai fait, j'en fais une autre. Et quand je l'ai fait, j'en fais une autre. Et on revient aussi aux petits pas. C'est juste avancer. Parce que être statique, tu n'avanceras pas en fait. Ouais. Donc, et le fait de faire ça, en fait, une des raisons pour lesquelles aussi on n'avance pas, c'est qu'en fait, c'est comme si c'est une énorme montagne devant toi. Et tu dis, mais par où je la monte, cette montagne, quoi. Elle fait hyper peur, surtout si ta stratégie est assez ambitieuse. Et du coup, tu te dis, on va peut-être pas définir tout le sentier pour aller en haut. Par contre, là, j'ai vu qu'il y avait un petit sentier sur 150 mètres qui m'amène à l'orée de la forêt. Bon, on va faire les 150 mètres à l'orée de la forêt. Puis quand on sera à l'orée de la forêt, on verra comment on traverse la forêt de manière la plus intelligente possible. D'autant plus que la montagne peut changer en plus entre-temps. Voilà, c'est ça. La météo, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et en fait, ça pour nous, c'est un des hacks. J'aime pas dire hack forcément. En tout cas, c'est une des choses que l'on fait chez Tactic qui a le plus d'impact. Okay. Et pourtant, on fait de la stratégie. Ouais. On accompagne à la stratégie. Et ce qu'on fait de plus important et de plus impactant, c'est aider les dirigeants à définir les 2-3 actions, projets prioritaires de la prochaine année. Et en fait, quand on fait ça, on fait énormément. Mais on peut le faire parce qu'on a l'ensemble, parce qu'on les connaît bien, on sait où ils sont aujourd'hui, on sait ce qui va bien, ce qui ne va pas, et on sait ce qu'ils veulent. Et ce qu'eux n'arrivent pas forcément à voir parce qu'ils sont la tête dedans, c'est par quoi je vais commencer. Qu'est-ce que je dois faire là ? Et surtout que j'ai du mal, et que j'ai pas le temps, et que je suis empêtré dans l'opérationnel. Donc le fait de dire des choses des fois très simples, mais le mouvement, il a énormément de vertus. Ouais. Donner un point de départ et le premier pas peut après déclencher. Puis c'est en fait souvent ce qu'on dit. Alors moi je fais pas mal de sport, mais c'est de dire, notamment de la course à pied, c'est de dire voilà, tu commences à courir, une fois que tu as commencé, en fait après tu y vas quoi. Tu cours. Clairement. Donc c'est le premier pas qu'il faut faire. On peut parler de la prise de décision en course à pied. Ouais. C'est vrai. Bon super. Merci beaucoup Guillaume je crois qu'on a fait un bon brossage, même si je pense qu'on pourrait tous les deux en parler longtemps encore de stratégie. Sûrement, si tu as d'autres questions, ça sera avec plaisir en tout cas. Mais merci beaucoup. Et puis si une dernière question, si on veut te contacter ou vous contacter, comment on fait Alors c'est très facile en tout cas, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur le site de Tactic ou le site de Maintenant. Il y a toujours des formulaires de contact, il y a dans certains cas nos numéros de téléphone direct. Faut pas hésiter, il n'y a pas d'engagement à l'échange. Nous on adore parler de ces sujets-là. On sait que c'est nouveau pour beaucoup de monde de parler de stratégie dans les TPE-PME. C'est aussi évident pour tout un tas d'autres, mais en tout cas, et nous notre cible c'est ceux pour qui c'est pas évident. Voir comment eux ils peuvent se l'approprier, comment ils peuvent la mettre en œuvre. Télécharger le limitant, on a aussi un cahier, on a fait un cahier de vacances, un cahier de rentrée. On essaye de mettre en place des outils. On écrit une newsletter qui s'appelle La Tactique du dirigeant, où on parle notamment de ces sujets qu'on vient d'aborder ensemble là, pendant l'heure qui vient de passer. Voilà, en tout cas, si les gens veulent nous contacter, qu'ils n'hésitent pas, on se fera un plaisir d'échanger avec eux. Super. Et voilà, toutes les infos sont dites, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci encore Guillaume. Puis, merci à toi. Puis à très vite du coup. À très vite. Allez, je vous récupère pour la fin de cet épisode. Un épisode hyper riche. Et je pense que vous l'aurez compris au bout de cette heure à peu près d'échange, c'est que j'ai pas été voir Guillaume pour son entreprise ou pour son expérience professionnelle, même si c'était toujours très intéressant, mais vraiment pour son expertise d'accompagnement d'entreprise. Et comment lui voit la prise de décision et comment il accompagne les entrepreneurs sur la prise de décision. Et je voudrais souligner 3 points qui m'ont particulièrement marqué. Le premier point, c'est que Guillaume a bien souligné qu'au-delà des données et des risques calculés, les décisions reflètent un alignement personnel et professionnel. Les valeurs. C'est important et je trouve ça assez fou, comme quoi les valeurs rentrent souvent en jeu. Ce n'est pas la première personne qui m'en parle dans ce podcast et ce sera sûrement pas le dernier.
il faut un alignement personnel et professionnel. Sans ça, on n'arrive pas à maintenir la décision, on n'arrive pas à assumer la décision. Le deuxième point que je vois et qui est intéressant, c'est que Guillaume préconise une stratégie très pragmatique et dynamique. Il parle de petits pas, qui sont souvent plus efficaces que des grands sauts. Et ça encore, c'est un point que je trouve très très important. J'aime beaucoup cette approche parce que souvent on voit les prises de décision comme j'acquiers une nouvelle entreprise ou je fais un grand pas. Non, en fait, les stratégies et la prise de décision, c'est vraiment des petits pas. Des petits pas qui viennent les uns après les autres et qui, in fine, formeront un grand pas. Et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est que quand on voit de l'extérieur ces grands pas, on ne se doute pas qu'il y a plein de petits pas à l'intérieur. Et je trouve très intéressant qu'on revienne sur cette notion-là. D'ailleurs, un point supplémentaire qui va un peu dans la même lignée, c'est que Guillaume souligne assez bien comme quoi il n'y a pas de stratégie parfaite. Et surtout qu'elle est souvent, une stratégie n'est souvent ni complexe ou révolutionnaire. C'est souvent une évidence. Et un alignement entre nos forces et notre environnement. Dernier point que je retiendrai de cet échange, c'est la notion de perte acceptable. Peut-on supporter les conséquences de nos décisions si celles-ci ne donnent pas les résultats escomptés? C'est la question que je trouve très intéressante et qu'il faudrait toujours se poser concernant une prise de décision. Est-ce qu'il y a une perte acceptable? Des fois ce sera oui, des fois ce sera non, mais au moins ça nous donne matière à réfléchir. Voilà. Voilà un peu ce que moi je retiens de cet épisode. Alors, plein de choses, plein de discussions, on a échangé notamment sur les biais, très intéressant, mais voilà 3 points, moi, qui m'ont marqué. Et vous, qu'avez-vous retenu? Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.